Salut à tous, c'est Eli et voici mon nouveau tuto, la couleur pour les pros, volume 2. Pour ce volume 2, le choix pédagogique n'était pas évident car on peut aborder la couleur, la gestion et la fidélité de la couleur de 1000 façons différentes. Et donc bien sûr, il m'a fallu également replonger dans mes sources, replonger dans mes meilleurs bouquins, aller trouver, aujourd'hui bien sûr on a de nombreuses ressources en ligne, donc aller trouver les meilleures ressources en ligne, d'autres tutos, d'autres professionnels de la chaîne graphique qui expliquent et qui enseignent la gestion de la couleur. J'ai pu réaliser en consultant ces différentes sources, toutes très intéressantes, mais encore une fois la plupart en anglais, et bien que je voulais aborder la gestion de la couleur sous un angle assez différent. En ce qui me concerne, j'ai donc choisi de me baser sur le noyau Photoshop comme école de la couleur. J'ai fait ce choix qui est un choix uniquement pédagogique parce que j'ai réalisé que la gestion de la couleur n'était pas tellement difficile à comprendre en tant que telle, mais elle est extrêmement difficile à comprendre si on essaye de la maîtriser dans son ensemble avec l'ensemble des logiciels avec lesquels vous, professionnels, travaillez tous les jours. Donc si vous voulez comprendre la gestion de la couleur en même temps sur InDesign, Illustrator, Affinity Design, Photoshop, Darktable, Lightroom ou d'autres produits, eh bien le challenge est assez difficile à relever. En revanche, et vous comprendrez mieux pourquoi, j'ai donc choisi Photoshop comme noyau de travail, comme outil pédagogique. En fait, j'ai réalisé qu'on comprend très bien la gestion de la couleur uniquement si on travaille dans Photoshop. J'aurais pu bien sûr choisir n'importe quel autre logiciel de retouche photo professionnel, mais Photoshop, c'est mon outil de prédilection. Je travaille avec cet outil et la suite Adobe depuis plus de 20 ans, et puis c'est encore aujourd'hui l'outil le plus répandu. D'ailleurs, vous verrez que je passe un certain temps sur les espaces colorimétriques parce que c'est la clé de voûte de cette première partie, mais je passerai aussi du temps à expliquer chaque mot de vocabulaire, chaque terme utilisé en gestion de la couleur parce que le vocabulaire, c'est notre porte d'entrée dans la compréhension. Donc, si on n'utilise pas les bons mots ou si on utilise des synonymes qui ne doivent pas être utilisés, alors forcément, ça crée des freins très importants à la compréhension de la couleur et de la colorimétrie d'une façon générale. Donc l'approche dans ce volume 2 est la suivante. On travaille d'abord dans une première partie toute la théorie de la couleur, les notions de gamma, de gamut et surtout, c'est la clé de voûte de cette formation, en tout cas de la première partie, la notion d'espace colorimétrique est absolument fondamentale. Ces trois notions, gamut, gamma, espace couleur, n'auront plus aucun secret pour vous. Et c'est donc juste après, avec l'école Photoshop, que nous allons voir tous les cas, à peu près tous les cas, en tout cas j'espère, j'en ai couvert pas mal, que vous pourrez rencontrer ou que vous avez sûrement déjà rencontré en tant que professionnel, c'est-à-dire les réglages. Qu'est-ce que je dois placer comme réglage dans Édition couleur Photoshop? Quels sont les modules de cette fenêtre de réglage et quel est le rôle de chacun de ce réglage? Nous verrons donc en détail les espaces de travail, les règles de gestion de la couleur, c'est le deuxième module, et bien sûr les modes de rendu. Et si vous comprenez parfaitement le rôle de chacun de ces modules, si vous étudiez chacun des cas et que vous arrivez à les reproduire et à les comprendre, eh bien vous aurez compris la gestion de la couleur. Cette école Photoshop est immédiatement suivie d'un dossier application pratique dont certains exemples s'affichent en ce moment à l'écran. Je ne peux pas tous les citer car il y en a beaucoup, et bien entendu, tous les fichiers nécessaires vous sont livrés avec le tuto. Donc bien entendu, ce n'est qu'en fin de formation que j'aborderai les cas les plus complexes, c'est-à-dire les cas où nous allons mélanger différentes sources d'informations. Dans Illustrator, InDesign, Affinity Design ou tout autre logiciel de composition d'une façon générale, ce que j'appelle aussi des logiciels d'accueil, vous allez mélanger des sources, des natures différentes d'informations, soit du texte, soit des blocs avec des contours, des couleurs de contours, des couleurs de fond, des dégradés. Et sur cette même page de composition, vous y importerez des documents vectoriels ou des documents pixels qui sont issus, eux, d'autres produits. Et justement, ces autres produits, ces autres logiciels
n'utilise pas forcément les mêmes profils couleurs que votre logiciel d'accueil. Et donc, il doit maintenant vous apparaître évident que la gestion de la couleur est autrement complexe lorsque l'on parle de logiciels de mise en page, de composition, et vous devez incorporer tout cela dans une page ou dans un catalogue, et en plus vous assurer bien entendu que tout le rendu chromatique de votre document soit parfaitement homogène, quelle que soit la plateforme de production finale, que ce soit un document numérique ou que ce soit un document à imprimer sur papier photo, que ce soit un document à tirer en très grande série sur les presses d'un imprimeur, il faut que tout cela soit d'une homogénéité chromatique absolument parfaite. Mais l'avantage de ce tuto, c'est que si vous avez compris la gestion et la fidélité de la couleur d'une image à une autre au sein même de Photoshop, eh bien je vous garantis que vous aurez compris la gestion de la couleur, quel que soit le logiciel utilisé. Ensuite, c'est une question d'adaptation. Et donc nous verrons les réglages nécessaires pour que votre mise en page soit parfaitement cohérente par rapport justement à vos réglages Photoshop et d'une façon plus large à votre flux de production. Vous trouverez également un chapitre bonus que j'ai rajouté quasiment au dernier moment, les dernières semaines d'enregistrement. Ces leçons complémentaires sont faites pour exciter votre curiosité et je l'espère élargir votre champ de recherche. Et puisque ce tuto est tout de même une formation assez complète, de plusieurs heures, pour que vous en ayez une idée précise avant de les télécharger, eh bien j'ai décidé de vous offrir des leçons complètes, entièrement gratuites, que vous pouvez consulter ici même en allant dans le sommaire détaillé sur cette page tuto.com. Je vous souhaite une excellente formation et la bienvenue dans le monde professionnel de la couleur. Avec cette leçon, je souhaite prendre un exemple précis pour vous montrer ce qui se passe lorsque l'on choisit deux espaces couleurs différents pour le même document. Je vous montre d'ailleurs dans d'autres leçons comment faire ça concrètement, par exemple avec Camera Raw et Photoshop, comment changer ou plutôt comment choisir l'espace colorimétrique pour un document donné, comment produire une image en sRVB, produire la même image en Adobe RVB, mais cela ne permet pas de montrer ce que j'appellerais le mouvement des couleurs. Et avec cette leçon, je voudrais vraiment vous montrer ce qui se passe en fait en coulisses dans vos logiciels de retouche photo, dans vos logiciels de colorimétrie, lorsque l'on choisit un espace colorimétrique plutôt qu'un autre. Donc je prends la photo de cet enfant maquillé parce qu'elle est pleine de couleurs vives, et on sait que c'est sur les couleurs vives que les écarts de couleurs sont les plus significatifs. Et nous avons travaillé dans l'espace sRVB, c'est pour aller vers l'espace Adobe RVB. Mais je pourrais prendre en fait deux espaces colorimétriques différents, peu importe ce qu'ils sont, peu importe les noms qu'ils portent, remplacer sRVB par ce que vous voulez, Adobe RVB par un autre. Ce qui est important, c'est de commencer par un petit espace et d'aller vers un grand. Donc, si on reprend la photo en quelque sorte, ou si on refait le développement de cette image, je choisis l'espace Adobe RVB et regardez ce qui va se passer pour les couleurs. Vous voyez qu'en fait, elles se déplacent. Elles ne restent pas au même endroit puisque le jaune, qui est un jaune très saturé, eh bien, en Adobe RVB va correspondre à une autre limite spatiale. Le rouge, qui est un rouge très saturé, correspond là aussi en Adobe RVB à une autre limite spatiale, à une autre pointe beaucoup plus éloignée dans l'espace de chromacité. Et le bleu a été légèrement décalé. En fait, toutes les couleurs sont légèrement déplacées. Plus elles sont vers la périphérie, plus elles sont déplacées forcément, car le tronc commun entre ces deux espaces colorimétriques est plus important vers le centre de gravité du triangle. On a vu dans une autre leçon que les bases de données professionnelles comme Adobe Stock ne contiennent pas toujours de profil. Ici, nous allons voir que sur des bases de données beaucoup plus ouvertes, destinées aux créatifs mais beaucoup plus larges car complètement gratuites à l'envoi comme à la réception si je puis dire, eh bien en fait ici ce n'est pas compliqué, il n'y a jamais de profil. Est-ce dû à la quantité des images? Je ne sais pas. En tout cas, nous allons en faire l'expérience et voir si éventuellement on peut corriger ce problème. Ok pour celle-ci. Voilà, donc comme ça vous avez vu, j'ai directement téléchargé de Pixabay, je n'ai rien fait de spécial, et on va voir ce que donnent ces images, ce que donne leur profil éventuel dans Photoshop. Donc pour la première, Black Cat, aucun doute, on n'a pas de profil, l'image est en RVB, heureusement, ok.
je ne choisis aucun profil. Et donc tout de suite, Photoshop enchaîne avec la seconde. Là aussi, pas de profil, donc pas de raison, pas de gestion des couleurs, ok. Voyons tout de suite si l'attribution d'un profil peut nous faire gagner en information, et vous allez voir pourquoi je me rapproche des zones sombres. Alors j'aime bien afficher l'histogramme, ça me donne une idée en fait de la continuité des nuances dans mon image, et ici la continuité est au rendez-vous. Nous avons bien un pic dans les zones sombres, et ensuite quelque chose de très continu, de très plein. En fait, on a un histogramme, j'allais dire quasiment parfait, bravo au photographe au passage. C'est vraiment une image magnifique. Il y a probablement eu 0 retouche après la fabrication du format JPEG, mais bien sûr je ne parle pas du développement. Donc dans ces zones sombres, lorsque je vais attribuer un profil, il est très probable que je gagne en information si je trouve le bon profil. Alors ici, je suis sans gestion, et lorsque je clique sur SRVB, eh bien, comme vous le voyez, il n'y a aucune différence. C'est normal car édition couleur, RVB c'est mon espace par défaut, et c'est donc forcément l'espace qui est choisi pour afficher une image, car je ne peux pas afficher une image s'il n'y a pas de profil associé. Ce profil n'est pas enregistré dans l'image. Je l'ai dit peut-être 50 fois dans ce tuto, mais il faut bien vraiment se fixer ça dans la tête. Actuellement, mon écran utilise le profil SRVB pour, j'allais dire, projeter les couleurs dans les pixels, mais à aucun moment le profil ne fait partie de l'image. C'est pour ça qu'ici il est écrit sans description. Mais pour afficher l'image, il faut bien un profil. Et c'est donc l'espace qui est dans ma configuration qui est utilisé. Il faut bien en utiliser un. Nous pouvons nous risquer à attribuer un profil plus riche, par exemple le profil Adobe RVB. Et là, je vais bien voir si oui ou non, je gagne ou je perds en information. Illustrator, InDesign, Affinity Photo, GIMP, peu importe, mais tous ces logiciels en fait ne peuvent travailler qu'une fois que Lightroom a fait son travail. C'est pour ça que je vous ai dit que Lightroom c'est en quelque sorte la matrice des images fixes. Par exemple, dans cette fenêtre Préférences, édition externe, nous voyons les formats et nous voyons les espaces couleurs disponibles pour produire un document final. Mais qu'en est-il de l'espace de travail de Lightroom lui-même? Comment fait-il pour afficher les images pour qu'on puisse travailler dessus, alors que justement il est fait pour travailler avec du format RAW? Or ce format est connu pour ne pas avoir justement d'espace colorimétrique propre. Dans cette leçon, nous allons voir les règles de gestion de la couleur et comment elles s'appliquent suivant le modèle synthèse additive ou synthèse soustractive. Car en effet, nous allons parler des objets importés en RVB ou en quadri, avec ou sans profil, mais nous n'allons pas parler des objets créés. Pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé dans les autres leçons, sur les espaces de travail par défaut d'InDesign. On a vu que si je crée un objet, une couleur, un dégradé RVB dans InDesign, eh bien, son profil, c'est automatiquement le profil par défaut indiqué ici dans édition couleur. Et si je crée une couleur quadri dans InDesign, un objet, un contour, peu importe, eh bien, l'objet quadri a automatiquement comme profil l'espace couleur quadri prévu ici. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de modifier les espaces de travail d'un document InDesign, ou alors il faut procéder à des conversions, mais ça complique quand même beaucoup les choses. Et voilà pourquoi nous allons parler des règles de gestion de la couleur uniquement pour les objets importés, car c'est là que c'est intéressant, c'est là que les règles s'appliquent. Tout d'abord, voyons pour la synthèse additive, donc en RVB, le cas d'une image qui inclut un profil. Alors, le cas idéal, c'est celui-ci. Le profil de l'image RVB est identique au profil par défaut de mon espace de travail. Donc, j'importe une image qui est en Adobe RVB dans un document InDesign. Ok, la voici qui s'affiche dans InDesign. Et puisqu'elle s'est affichée, c'est que InDesign forcément lui a attribué un profil pour qu'on puisse fonctionner avec. Donc d'après mes réglages couleurs, cette image est en Adobe RVB. Très bien. Maintenant importons la même image, mais qui cette fois a été définie en profil P3. Tout d'abord, tout en haut, vous avez le profil de couleur RVB par défaut. Ça n'est pas le profil de votre document, puisque nous sommes ici dans les préférences du logiciel. Cela ne concerne pas le document que nous avons sous les yeux, car pour cela, il faut aller dans Fichier, Configuration. Nous le voyons dans une autre leçon.